Engel. Faites entrer. Qu'est-ce que c'est? C'est ici? Non. Ah merde, pardon. Au revoir. Excusez-moi. La réplique, avec Ambre Larazet. Est-ce qu'on s'échaufferait pas? Je pense que ça a commencé, mais échauffons-nous avant de vraiment commencer. Est-ce que tu as des exercices d'échauffement? Franchement, je n'en fais quasiment aucun. Mais même sur mon corps. Ça veut dire qu'il n'y a aucun échauffement de rien du tout. Tu pousses un peu, non? Je pousse du gras. Non. Si, de ouf. On beaucoup dirait de gras. vraiment beaucoup de muscles. Ouais, non, c'est vraiment mou. Quel Tout acteur. est mou parce que c'est gras, quoi. Alors, la personne que vous entendez, c'est Romain Lancry, qui parle de son corps. De son petit corps gras. On va parler de ça pendant 1 heure. Bienvenue dans la réplique. Merci, Ambre. Merci d'être là, Trop content ça me fait d'être trop ici. plaisir. Il faut savoir, si ça vous intéresse, que on s'est recroisés à un anniversaire. Oui. C'est un anniversaire de star. Enfin, j'aime bien aller à cette fête chaque année, organisée, on peut dire son nom, Benoît Pétré. Benoît Pétré qu'on embrasse. Et on ne sait pas pourquoi, il a quand même beaucoup d'amis stars. Oui. On ne citera pas tout le monde. Non, mais il y a vraiment un beau paquet. Il y a vraiment Marion Cotillard. Oui, tu peux avoir Marion Cotillard au platine, par exemple. C'est fou. C'est un peu fou. Et du coup, on s'est recroisés là. Ouais, il y a 1 mois. Ouais. Et Enfin, non, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas quand On sait pas quand le podcast. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Et entre deux sangria, pas du tout, vraiment, je buvais du bon Perrier. On a parlé un peu du métier quand même. Ouais. C'était cool de se voir. Ouais, c'était cool de se recroiser. Ouais. Et t'as eu des phrases très sages. Ah oui, du style. J'étais beau, parce je pense. que on parlait. Non. Enfin, laisse-moi croire que non. Laisse-moi croire que c'était sincère. On parlait du métier, on parlait d'écriture. Et je crois que je te disais, moi j'écris sur beaucoup de projets, avec à chaque fois l'espoir de choper un rôle sur ces projets. Et les producteurs qui me disent bien sûr. J'étais pas bourré. Ah. Et les producteurs qui disent, mais oui, évidemment que tu auras un rôle. Et la peur, ça se transforme en petite figure à la fin. Et toi, tu me disais, mais non, mais il faut que tu manifestes ton envie, il faut que tu le redises au réal, il faut que tu dises que tu veux jouer dedans et tout. Donc en fait, tu m'as redonné la foi. Je me suis dit, il faut que je l'invite. Mais ça me fait trop plaisir. Faut que tu redonnes la foi à tous les comédiens et les comédiennes de la place de Paris et de France. Écoute, je vais essayer. Bah vas-y, on t'écoute. Les gars, écoutez-moi bien. Le gourou qui a pas trop répété. Ouais. Eh oh! Alors, wow, tout le monde m'entend? Super. Ouais. Il faut avoir la foi, les amis. Hein? Il faut vraiment croire en vous. On mettra peut-être un écho en post-prod? Ouais, de ouf. Oula. Et si on peut m'enlever un peu de veuche, alors j'en ai déjà plus trop, mais et une petite autoroute. Ouais, et puis derrière une petite queue, tu vois, à la Raël. Oui. Là, ça me ferait vraiment plaisir. Non, mais il faut avoir foi en soi, et si toi, t'as pas foi en toi, personne ne l'aura pour toi. Donc, franchement, écris-toi tes propres projets. Si t'es sur de l'écriture, il faut y aller, il faut manifester son envie auprès du réal, auprès de ses co-auteurs. Sinon, les gens vont pas y penser d'eux-mêmes. C'est comme ça que tu fonctionnes? Ouais. T'as vu comment je rebondis? Ouah, t'es forte. C'est comme ça que vous fonctionnez, Romain Lancry, depuis le début de votre carrière, hein, car vous avez finalement toujours été présent? Alors, non, pas tout le temps. Yes. Et sache qu'au début, en tout cas, j'étais plus auteur que comédien parce que les gens me donnaient pas forcément ma chance en comédien. Et je me suis dit, j'ai cette double casquette où je peux écrire aussi. Et c'est en écrivant des projets que je leur ai dit, mais vous savez, je peux jouer ça aussi. Et donc, j'écrivais des petits rôles pour moi, des petits trucs. Pas pour moi, mais des petits trucs où je savais qu'ils me le donneraient parce que c'est pas si important. Ouais. Et au fur et à mesure, je montrais ce que je savais faire. Mais c'est comme ça qu'il faut essayer de rentrer. Moi, j'ai pris des notes sur ta vie. Ouais. Je vois que tu as fait des études de droit. Ouais. Tu as même un diplôme. Est-ce que tu as prêté serment? Non, j'ai jamais prêté serment. Oui. Mais j'ai un diplôme d'avocat. T'as pas dit je le jure, quoi. Non. J'ai un sale diplôme d'avocat, ouais. J'ai un diplôme d'avocat, c'est-à-dire t'es au niveau... Ah non, j'ai fait le barreau, j'ai passé le barreau, j'ai fini l'école du barreau, j'ai eu le CRFPA, c'est l'entrée, le CAPA, c'est la sortie. Et à l'époque, j'ai pas prêté serment parce que j'avais pas une thune. Et je savais que... Alors, il faut payer pour prêter serment? Oui, il y a des frais de prestation de serment qui sont de 1000 balles. Mais ouais, grave. Et à ce moment-là, je savais que je voulais être comédien et je voulais essayer en tout cas ça. Donc je me suis dit, c'est con de mettre 1000 balles de frais dans une prestation de serment où je vais devoir me faire omettre du barreau derrière parce que c'est incompatible déontologiquement. T'as pas le droit d'être et comédien et d'être avocat en même temps. Donc t'es obligé de te faire omettre du barreau. Donc j'allais mettre 1000 balles pour un truc où derrière, j'allais me faire omettre un mois après. Juste pour avoir une photo où voilà, t'es comme avec ça, quoi. moi en robe en train de faire je le jure. Ouais. Ouais, n'importe quoi. Alors que tu peux jouer un avocat maintenant. Complètement. J'ai jamais joué d'avocat.
c'est con, Ouais. du coup, parce que t'as quand même 2-3 compétences, Bien sûr. j'imagine. T'avais une spécialisation ? Bien Tu sûr. t'orientais vers quoi ? Le droit du... je sais pas. Eh ben, droit immobilier, sache-le. Oh non, ma passion. Et ouais. Il y a 2 personnes dans cette pièce, on va pas les citer, mais il y en a un qui est derrière la régie. Il y a 2 personnes dans cette pièce qui achètent, et qui auraient bien besoin de conseils. Et dont l'autre qui est en train de parler actuellement, pas moi, mais l'autre. Ça, c'est ma vie privée, mais j'ai eu un bon taux. Il est vrai. Bravo. C'est vrai qu'on a dit qu'on parlerait de ça. Oui. On a presque voulu faire un podcast uniquement là-dessus, mais je crois qu'on va recentrer un petit peu le débat. Donc cette envie d'être acteur, elle était là même avant que tu fasses tes études. Est-ce que c'est un peu les études pour rassurer les parents, pour te rassurer toi ? Ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure, à force de faire le petit kékos en cours à t'entraîner à faire l'avocat, peut-être ? Je sais pas. Et bah, franchement, c'est plutôt le contraire. En fait, c'est mes parents qui m'ont poussé à faire du théâtre. Ils m'ont dit, tu veux faire quoi après le bac ? Franchement, t'es doué pour le théâtre, t'en fais depuis longtemps. Fais-le, quoi. Fonce. C'est ouf. Et j'ai flippé ma race. Et j'ai dit, bah non, j'ai mes potes qui vont en droit, je vais aller en droit avec eux. C'est très drôle dans ce sens. Ah ouais. L'enfant, pas du tout aventurier, quoi. Non. Mais voyage. Mais oui, mais vas-y, découvre le monde. Fais ce que t'aimes. Ah ouais, moi j'étais un peu comme toi, je comprends. Ah ouais, j'ai flippé et en fait, il y a une phrase de mes parents qui m'ont fait flipper, parce que c'est singulier, qui m'a fait flipper, c'est ma mère qui m'a dit fais-le, mais fais-le bien, tu vas jusqu'au bout, quoi. Tu t'arrêtes pas dans 1 an. Et je sais pas, ça m'a mis une mini presse. Mais on est trop jeune pour se projeter comme ça, là. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire du droit, au moins je sais des études, je sais ce que c'est. Culture, à la fois. Ça permet un petit peu de... Ouais, ça m'a... cortiquer un peu T'as ce fait du cerveau. droit aussi, toi, non ? Lettres. Ah, t'as fait lettres ? Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit sur autre chose ? Ou franchement, non ? Si. Ah ouais ? Enfin, ça m'a pas ouvert l'esprit, mais c'est... Après, j'aime en parler. Alors vraiment, j'ai une licence, calmons-nous. Mais il y a quand même une passion de la littérature et des belles lettres. D'accord. On va pas se mentir. Non, moi, ça m'a permis de me trouver, à la limite, le seul truc que j'en retire, Une bonne c'est expression orale, quoi. un peu, mais c'est surtout de la rigueur dans l'écriture. Ouais. Voilà, c'est le seul truc. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est pas si dégueu. Mais... Qui sait pas rebondir. Bah, attends. Bah, évidemment. Je te dis ça, c'était... Waouh. Bon. Wow. Vite, collectif du comité de la claque. Non, mais en vrai, j'ai parfois un regret de ne pas avoir commencé à ce moment-là mes études, l'acting. Ah ouais. Je me dis que ça aurait changé ma carrière, mais pas en bien ou en moins bien, hein, mais ça l'aurait changé complètement. Parce qu'au final, t'as vraiment commencé à quel âge ? J'ai commencé à 30 piges. Mais enfin, t'es un bébé à 30 ans. Bah ouais, non, il y a déjà des gens qui sont là depuis 10-12 ans, facile. Oui. Et les gens avec qui j'étais avaient déjà 10-12 ans de plus que moi d'expérience là-dessus. Et donc, ouais, je crois que tu les as bien rattrapés quand même. Bah, j'ai essayé, mais je pense que 10-12 ans en plus, ça m'aurait changé un truc, je sais pas. Ouais. Après, on va pas refaire le match. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Également, j'ai ce même fonctionnement que toi, avoir perdu pas mal de temps, enfin, même si c'est pas du temps perdu, mais quand même à flipper de pas avoir commencé à 17 ans, tu sais, d'avoir déjà la maturité de vraiment se lancer, mais je crois qu'il faut arrêter de regretter, sinon on est foutu. Non, mais c'est sûr. Bon. Très bien. Donc, tu démarres cette carrière. Tu as fondé le collectif du comité de la claque. Ouais. Avec le Lou Denis. Avec Lou Denis et Lyon. En fait, c'est Vladimir Rodionov qui est... En fait, on s'est tous rencontrés dans un cours de théâtre quand on avait 15 ans. On s'est rencontrés au cours Florent. Mais, tiens. mais c'est les cours Florent, tu sais, des lycéens. C'est le mercredi après-midi ou le samedi après-midi. C'est pas du tout les cours qu'on entend tous, cours Florent. Non, c'est un cours de quartier, quoi, en vrai. Et on s'est tous rencontrés là-bas quand on avait 15 ans. Et un jour, Vladimir est venu me voir et m'a dit... j'avais écrit un truc pour le cours. Et il m'a dit, tu veux pas qu'on en fasse un court-métrage ? Je fais, ah bon, on peut en faire un court-métrage de ce que j'ai écrit ? Il me fait, mais oui, viens, on essaye. Donc, on a commencé comme ça, on a fait des courts-métrages et on a tous fait nos études après. Et Vladimir nous a rappelé quelques années après, 3 ans après, en lui disant, les gars, vous me faisiez marrer tous. Venez, on fait des trucs ensemble, des conneries. Donc, il a appelé Lou Denis et Lyon, etc., et puis d'autres. Et on s'est réunis en petit collectif et on a fait des fausses pubs, des sketchs, des parodies. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le comité de la claque, genre en 2005, avant YouTube. C'est trop bien. On était youtubeurs avant YouTube. Et c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Se trouver sa bande. Attendez, je m'étouffe. Il faut savoir que c'est de la vodka et que nous enregistrons. Je sais pas quand on va sortir ce podcast, mais nous enregistrons au mois de mai. Oui. Où le rhume des foins
est présent. Ah, mais là, je suis en sinusite, sache-le, si ça s'entend. Je sais pas ce qui se passe, mais personnellement, j'ai des petites épées dans la gorge. Donc ça risque parfois de... C'est normal. Voilà, c'est un podcast vivant. C'est normal. Et donc, Je me prends une est-ce petite que... chouquette. Mais serre-toi, Waouh. fais-toi plaisir, tout est pour toi. Hein. Parce que moi, j'y toucherai pas, mais c'est pour toi. J'ai perdu l'odorat, sache-le. Là, je viens de me rendre compte. Je suis Après, les chouquettes, est-ce que ça a vraiment... Non. Mais il y a quand même un petit truc. Si, Merde. ça sent le beurre. Merde. Alerte. Le man a vraiment... À l'ancienne, mais t'as le Covid, en fait. Ouais, je pense que j'ai le Covid. Coucou. Top. Alors, mais l'autre fois, ça va, j'ai croisé une Dircas qui, je pense, l'avait et j'ai survécu. Donc, je pense que je suis immunisée. Mais je pense qu'on l'est tous maintenant. Avec nos Là, 28 injections. Vaste débat. Ouais. Euh, Vas-y, je prends un petit pain au chocolat. Je vais tous les goûter. Fais-toi plaisir. Parce qu'il y a quoi là? On a pain au raisin croissant. Ouais, C'est trop bien disposé en plus. ouais, c'est vraiment Chouquette. trop mignon. Et il y a une petite surprise après, mais ça vient pas tout de suite. Mais ça, c'est le début. En Ok. fait, c'est On est sur l'apéro. une sorte de festin, voilà. Ok. Apéro sucré. C'était quand Milkshake TV? Alors, Milkshake TV, en fait, avec le comité, on a fait des fausses pubs. Et les gens venaient nous voir en nous disant, vous faites des fausses pubs, vous voulez pas en faire des vraies? Donc, on a commencé à gagner de l'argent avec des vrais annonceurs où on faisait des pubs sur le net. Et en gagnant cet argent, on le mettait de côté et on le gardait pour nos productions à nous. Et la télé a commencé à venir nous draguer et on a fait quelques émissions, notamment une qui s'appelait Milkshake TV. C'était genre en 2009, un truc comme ça, je pense, je dirais. Et ça a été vraiment notre première émission où on avait plein de parodies. C'était vraiment n'importe quoi. Plein de parodies. On mélangeait on faisait des mash-ups d'émissions entre elles. On avait des fausses pubs. Vraiment, c'était un fourre-tout de conneries. Et ça a été notre premier truc, ouais. Trop bien. Et c'était diffusé sur quelle chaîne? Ouais, j'ai un trou, mais je me demande si... Alors, c'est pas France 4. Je pense que c'est plus un truc genre qui n'existe plus, genre TF6, un truc comme ça. Ok. Oui, c'était pas non plus à 20h sur TF1, mais on n'était pas sur un prime. un petit laboratoire, quoi. Ouais, franchement, ça nous a permis de faire nos armes. France 4, j'avais oublié cette chaîne. Ouais. Il n'y avait pas un autre nom avant? France 4? Ouais. Non, c'était ça. Hein. Non, ça a toujours été sur France les 14? 4, ouais. Mais ça existe encore, non? Je crois que ça a changé. Ah bon, ça a Je sais changé? plus. Bon, on vérifiera. Ouais, ok. Parce que c'est important. Je vais noter. Vérifier. Vérifier si France 4 Appeler existe. France Télé pour leur demander. Il y a toujours la 14? La 5. Ok, trop bien. Mais il n'y a pas eu de téléfilm. Enfin, est-ce qu'avec ce collectif, vous avez fait un téléfilm tous ensemble? Non. Mais Alors, Vladimir a fait des doses. Et on va en parler, bien sûr. Vladimir a fait des doses à côté, mais si dans Milkshake TV, on avait une trame, on avait voulu se pignoler un peu et on avait une trame un peu fictionnée entre les parodies pour faire un passe-plat, mais fictionné. Et en fait, non, un passe-plat, ça doit être un passe-plat et il faut juste balancer des sketchs. Et ça marche pas du tout de faire une fiction entre les sketchs. Oui. C'est un bordel, ça sert à rien. Il y a encore, enfin, ça existe encore beaucoup aujourd'hui avec les sketch shows ou les. Ouais. Bon. Ça marche pas toujours. Non. Enfin, on sait très bien qu'on fait ça surtout pour sortir des sketchs sur les réseaux. Voilà, c'est tout. Et qu'on trouve un prétexte pour les. Surtout quand c'est nos premiers trucs et on sait pas vraiment faire. Voilà. Donc, voilà. On citera personne. C'est qui veut s'embrouiller avec tout le monde. Non, après, ça va, ça peut être plus ou moins réussi. Vous avez Romain qui est en train de se délecter. De il est vraiment très bon, ce petit pain au chocolat. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce que je veux dire? Et après, on a commencé à te connaître. Parce que t'as fait un peu de fiction télé, des pubs, notamment. Ouais. Je pense qu'ils ont permis de t'identifier. Et qu'est-ce qui se passe pas en 2014? Alors, en 2014, avec mon binôme de toujours, Vladimir, on se dit... Alors, Vladimir venait d'arrêter aussi un collectif qu'il avait co-créé, qui s'appelle Golden Moustache. Bien sûr. Ah, mais Vladimir, je le connais, en fait. Mais bien sûr que tu connais Vladimir. Je suis con, moi. Et Vladimir... Je suis con, ouais. Je suis Attends. con. Vlad. Mais bien sûr que tu connais Vladimir. Et Vladimir, lui, a co-créé... En fait, il a été appelé par Adrien Labastère qui crée Golden Moustache. Et oui. Et comme il connaissait pas le web, il a demandé à Vlad de gérer artistiquement Golden Moustache. Donc c'est Vlad qui a réuni un peu tous les talents et qui a été le directeur artistique de Golden Moustache et du coup qui a créé cette troupe. Et il a fait ça pendant 1 an et ensuite il a passé le flambeau, je crois, à Navo derrière, qui a repris le rôle de DA là-dessus. Et juste après, on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui nous parle, les angoisses, tiens, ça nous parle tous les deux. Faisons un projet là-dessus et on a écrit une série qui s'appelait Ma pire angoisse, qui était diffusée sur Canal. Mais nous, on aime dire que c'est
plus une web série. Ouais. Parce que c'est sur YouTube qu'elle a connu son succès, vraiment. Ah ouais? Ouais. Ok. On était diffusé au Before du Grand Journal, qui était pas très regardé. Et c'est vraiment sur les réseaux que ça a pris. Trop bien. Ouais. J'en ai revu quelques-uns avant de te recevoir, Oh, dans mon boudoir. Ça a bien vieilli ou c'est la merde? Ça a très bien vieilli et j'étais justement en train de me dire, donc je sais que c'est sorti en 2014, donc dans la lignée un peu de Bref, qui a ouvert le chemin au programme court, c'était de toute façon les années 2010, les enfants, inspirez-vous, je sais pas pourquoi, je suis dans ce perso de vieille personne, Il est bien ce perso. de vieille actrice. Vous avez beaucoup à apprendre des années 2010, qui ne sont pas si loin. Non mais c'est vrai que c'était l'âge d'or évidemment du programme court en France. Bah, c'est Kian et Navo qui a un peu ouvert la voie du renouveau, quoi. Et toi, t'arrives quand même à renouveler, enfin, je veux dire, à quand même te différencier, parce que c'est compliqué de faire exister un programme court après Bref, un an après Bref. Ouais, hyper dur. Donc, hyper dur, il fallait c'est là que vous êtes balèze. Bah, il fallait, ouais, je sais pas si on est balèze, mais il fallait, ça nous parlait en fait ce truc-là, et on avait un truc un peu à la Woody Allen dans la tête, où dans Annie Hall, à un moment donné, il s'arrête et puis il est en pleine queue au cinéma et il se retourne vers la caméra et il s'adresse aux spectateurs. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant ça, s'il pouvait s'adresser aux spectateurs. Et après, on a retrouvé derrière l'idée de figer complètement l'image, comme si le temps s'arrêtait en fait, et que c'était juste lui et sa conscience qui discutaient, quoi. Trop bien. Voilà. Finalement, Fleabag, t'as copié. Elle t'a complètement Phoebe Waller-Bridge. Salaud. T'as plagié. Et c'est trop bien. Et du coup, t'as fait combien de saisons de Ma Pire Angoisse? Sur les réseaux, il y a écrit 3 saisons, mais en vrai, il y a eu une saison divisée en 2, et derrière, il y a eu une deuxième saison, mais un autre format. La première saison, c'était du 2 minutes, 3 minutes, et on a fait genre 58 épisodes, un truc comme ça. Et la deuxième saison, c'était du 6 minutes, et on a fait 10 épisodes, et c'était ultra feuilletonnant, donc ça faisait 1 heure de film, quoi. Ok, trop bien. Ouais, c'était cool. Et justement, cette histoire d'angoisse, est-ce que c'est quelque chose qui est présent depuis toujours dans ta vie? Est-ce que ça... Comment ça se gère quand t'es comédien? J'ai pas de questions, mais j'ai envie de parler des angoisses. Mais viens, parlons des angoisses. Angoisse, 2 points. Bah, franchement, on a tous des angoisses de base. Peut-être pas. Bah, qui n'a pas d'angoisse? T'as pas d'angoisse? Ce serait fou. Moi, ça va. Franchement. J'ai aucune angoisse. Chill. Je suis ultra serein surtout. Ce serait fou. Ouais, ce serait ouf. Peut-être qu'il faut se répéter pour l'être. Peut-être. Mais tu sais quoi? À un moment donné de ma vie, je pense que j'avais beaucoup moins d'angoisse qu'aujourd'hui. J'ai commencé... Je me demande si j'ai pas commencé à jouer avec ça en disant tiens, c'est marrant. Et du coup, ça t'en agrée? Ouais. Ce personnage qui a des angoisses, et du coup, je jouais avec le côté un peu hypochondriaque, machin. Et je pense que j'ai fini par y croire. Et ça m'a créé des trucs. Alors après, ça a créé des trucs profonds, mais merde. J'aurais jamais dû jouer à ça. Dans la merde, ouais. Putain, avec un projet. Je suis si con. Faut faire attention à ce qu'on crée quand même. Ah ouais. Je me suis créé un petit monstre interne. Mais peut-être que, et à la fois, le fait de les mettre en scène, c'est aussi un petit peu les exorciser, s'en débarrasser. Ah ouais, complètement. Et ça nous a aidés sur beaucoup, ouais. On a beaucoup d'angoisse en commun avec Vladimir. Il y a eu une série, il y a eu pas mal d'auteurs qui nous ont aidés aussi dessus. Donc ça a permis de cumuler les angoisses de tout le monde. Et après, ça s'est un peu élargi. C'est pas forcément que des angoisses, c'est aussi des hontes sociales, des galères de tous les jours, tu vois. Et le mot angoisse regroupait un peu tout ça. Mais c'est vrai que en termes d'angoisse et en tant que comédien, on est tous forcément un peu angoissés. On a choisi un truc un peu incertain où tu vis pas au jour le jour, plus trop aujourd'hui, mais au début en tout cas, c'est ultra aléatoire. Ouais. Et aujourd'hui, tu dois gérer des attentes, gérer des retours. C'est pas mal d'angoisse. J'ai l'impression, et j'ai l'impression que plus on vieillit, pire c'est. Peut-être qu'après, il va enfin arriver à une sagesse, mais là, on est peut-être dans la période où on a conscience du métier, il n'y a plus la fougue de la vingtaine, où tu as peut-être moins conscience Mais je pense que des enjeux, ça quoi. joue de ouf. Ouais. J'ai un pote qui m'a dit... Vite, faut percer là. Ah ouais, grave. Mais tu sais, ce qui m'angoisse le plus, c'est pas forcément le boulot. C'est plus ma vie familiale et les maladies, etc. Tout ça. Ça, c'est vraiment une source d'angoisse profonde pour moi. Et j'ai un pote qui est le producteur de Ma Pire Angoisse, notamment, et qui m'a dit tu verras, quand tu auras un enfant, ça va se calmer. Pas du tout. Tu as un enfant, donc? Oui, j'ai un enfant. Ça ne se calme pas, c'est pire. C'est vraiment pire. C'est vraiment pire. J'ai doublé mes angoisses. Bah oui, t'as peur pour cette créature. J'ai toujours peur pour moi, parce que je suis quand même égoïste. Ouais. Et j'ai peur pour cette petite personne. Qui a quel âge? Qui a 5 ans. Ok. Ça va, il commence à faire du vélo sans roue, là.
elle commence à faire du vélo sans roue. Cette créature, Oui. c'est féminin aussi. Oui, ça marche aussi. Ok. Ouais. Donc, donc elle fonce dans les cailloux. Non, ouais, franchement, ça me dérange pas. Non, mais est-ce que c'est le monde qui t'angoisse pour elle? Ouais, un peu, franchement, ça, le monde à venir Les camionnettes m'angoisse pour blanches et elle. tout. Ah. Un peu. Et puis, je sais pas, j'ai un truc avec les maladies, les trucs, n'importe quel symptôme peut forcément être un symptôme d'une maladie rare, incurable. Donc là, t'as quoi, là? Alors, pour moi, là, je peux avoir un petit cancer, tu vois, un petit truc. Un cancer du nez. Mais en général, tu vois, les cancers qui se soignent, mon cerveau, il scanne tout ça, et il s'arrête toujours sur le truc où il n'y a pas de solution. Et donc, il va scanner plein de trucs, là, et si c'est un petit cancer qui se soigne, il va passer à autre chose. Mais c'est toujours un cancer qui se soigne pas, en fait. Ouais. Et oui. Est-ce que Sinon, c'est pas drôle. tu regardes beaucoup, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux? Parce que je sais que ça contribue quand même pas mal à ce type d'angoisse. Bien sûr. Donc tu lis plein de choses, tu apprends plein de choses. Bien sûr. Et plus j'apprends, plus ça m'angoisse. Mais oui. Parce que je connais les symptômes de toutes les maladies aujourd'hui. Et c'est terrible. J'ai honte de dire ça. Parfois, t'as presque envie d'informer le médecin et de dire vous êtes au courant parce que ça vient de sortir en fait dans la revue médicale de Washington. Complètement. Ouais, d'accord. Donc ça s'est pas calmé avec l'arrivée de l'enfant. Non, pas du tout. Mais est-ce que t'es angoissé aussi parce que tu as peur de pas lui offrir une stabilité, ou ça va, tu te dis que dans ton métier t'es quand même bien installé? Alors je sais pas que je suis bien installé, mais j'ai la chance d'avoir une compagne qui gagne sa vie aussi. Donc non, en termes de stabilité, j'ai pas de crainte là-dessus. Je trouverai toujours un moyen, même si je fais plus ça, de lui trouver une stabilité. Non, c'est vraiment une angoisse qu'il lui arrive des choses et que t'as rien pu faire, quoi. Ça m'angoisse. Ouais. Bah oui, je peux comprendre, non, car je n'ai pas d'enfant, mais... quand et du coup, j'ai hâte de doubler mes angoisses. Oui. Mais là, t'es plutôt une personne un peu angoissée. Je sais pas si c'est le bon mot, parce qu'il y a angoisse, anxiété, stress. Alors, oui, complètement. Alors, vas-y. Définissons, tu sais, parce que du coup, vu que tu passes beaucoup de temps à lire les symptômes des trucs... Alors, en vrai de vrai, je suis pas forcément un angoissé, je suis plus un anxieux. Et si je dois mettre un terme médical sur ce que j'ai, je me fais pas suivre ni rien, etc. Mais je sais que j'ai ça, oui, parce que je m'auto-analyse et je m'auto-médique, évidemment. Je pense que j'ai un trouble anxieux généralisé. Oui, carrément. Un tag. Je suis vraiment fou furieux. Est-ce que l'anxiété, c'est surtout par rapport à l'anticipation? Ouais, c'est que ça. Ouais, c'est ça, tu te projettes ouais. C'est vraiment que ça, et je sais pas gérer ce qui n'est pas entre mes mains. Okay. Je n'arrive pas à gérer ça, et je me dis que je n'accepte pas la fatalité, mais le fait de pas pouvoir gérer, en fait. Et à la fois, c'est fou. Alors, j'imagine que ta casquette auteur te permet d'avoir un peu la main là-dessus. En revanche, comédien, c'est le pire métier quand on est anxieux. Ah ouais, c'est terrible. De toute façon, tout est antinomique dans ce milieu, mais du coup, quand tu passes un casting, tu sais très bien que tu remets ton destin aux mains d'autres personnes et t'es obligé d'attendre. Complètement. Et là, l'anxiété, elle est au max. Complètement. Donc, il faut quand même trouver des solutions. Alors, c'est ça. Et mon cerveau a trouvé comme solution la maladie. Et du coup, il se repose sur la maladie en disant ouais, le boulot, c'est pas grave, c'est la maladie le pire. Et donc, le boulot, franchement, j'ai jamais de problème à gérer ça, parce que je me dis, il y a toujours un truc pire. C'est l'hypocondrie qui prend le dessus et qui t'occupe la tête. Oui, dans mon cerveau malade. Bah, c'est super. C'est super. Ça a l'air d'être des belles journées. C'est vraiment magnifique. Mais tu as la chance, donc, d'avoir les deux casquettes, comme on disait. Donc là, à l'heure où on se parle, le film Ange et compagnie vient de sortir. Oui. Tu as écrit ce film. Je l'ai coécrit avec Vladimir. Tu as participé à l'écriture, yes, Ambre. Tu as coécrit avec Vladimir et tu as un rôle très important dedans. Et oui, j'ai un des 4 rôles principaux. C'est bon. Là, les angoisses, ciao. Bah non, tu savais que t'allais jouer dedans, quoi. Bah, c'était pas si gagné, hein. Ah ouais? Non, il y a 2 rôles masculins, 2 rôles féminins. Et Julien Pestel. Et toi? Et moi dans les rôles masculins, et les rôles féminins, c'est Chirine Boutella et Élodie Fontan. Et à la base, j'avais écrit les 2 rôles pour faire en sorte que je puisse jouer les 2. Si il m'autorisait pas de jouer le rôle que je voulais à la base, à savoir celui que je fais dans le film L'Ange Gabriel, j'aurais pu jouer le rôle de Paul que joue Julien aussi, parce que c'est 2 parties de ma personnalité. Le rôle de Paul que joue Julien Pestel est ultra angoissé, donc c'était vraiment, on a tiré le perso de ma pire angoisse, et que Julien s'est réapproprié de manière superbe. Et l'autre, c'est un grand enfant irresponsable, qui est une autre part de ma responsabilité, pas du tout, de ma personnalité. Ouais. Voilà. Donc c'était pas gagné à l'avance, et on a un peu bataillé. Et au final,
Et comment on bataille quand tu... Enfin, après, t'avais Vladimir avec toi, bien sûr. Ouais, il y avait la prod aussi. Vladimir, il arrêtait pas de répéter. Je pense que pour ce rôle-là, Romain, ce sera le meilleur dans ce rôle-là. Donc, il a mis une petite graine un peu dans la tête des gens là-dessus. Il était super sur le coup. Et il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Ils essayent de voir la photo finale, générale des quatre ensemble, la notoriété des uns, des autres. Parce que ça, c'est qui? C'est le diffuseur qui s'en mêle Alors, c'est surtout le distributeur au début. Yes, distributeur. Mais t'as raison, il y a des diffuseurs aussi, parce que c'est les financiers, c'est des chaînes. Donc il y aura des diffuseurs. Il y a pour le film, il y a Canal, il y a TF1, il y a Disney. Donc ce sont des diffuseurs et tous ces gens à qui il faut plaire. Exactement. C'est fou. Donc il faut plaire à tous ces gens-là et ils doivent voir un casting général et il faut voir si ça leur parle. Voilà. Bah bravo. Bah, merci. T'es content du film? Je suis trop content et trop fier du film. Tu peux nous le raconter? Bien sûr. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller le voir, je m'en excuse encore. Mais j'ai revu la bande-annonce comme je te disais. Mais j'ai quand même besoin que tu nous racontes. Eh bien, je vais vous faire un petit pitch. Il y a beaucoup de violet, c'est tout ce que je peux dire. Violet, il y a complètement beaucoup de violet. Donc, c'est l'histoire de deux anges gardiens que tout oppose et qui vont devoir s'allier pour faire en sorte qu'un couple ne se mette pas ensemble. Ils vont devoir torpiller un couple qui n'a qu'une envie, c'est de s'aimer. Et l'un des deux anges, qui est joué par Elodie, est un ange ultra carré et à deux doigts de devenir archange. Elle a à deux doigts d'avoir sa promotion. Et l'autre, qui est joué par moi, est à deux doigts d'être déchu. Donc je suis vraiment un boulet dans le petit caillou dans son engrenage bien huilé. Et toi, tu sais que tu vas être déchu? Et je le sais. Je le sais clairement dès le début. Et je pense que la vie sur Terre... Enfin, quand t'es déchu, on a fait en sorte que tu deviennes... Je vais pas spoiler les gens parce que c'est un des petits trucs du film. Quand t'es déchu, tu deviens humain et tu deviens mortel. Mais tu continues quand même à aider les humains. Ça, je ne sais pas forcément. Je pense que je deviens juste mortel et que je vais kiffer ma vie. Et moi, j'adore les mortels, j'adore les humains. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller bouffer, avoir les plaisirs humains, de la chair, etc. Et c'est que mon kiff. Et donc, je m'en fous complètement d'être déchu. Ok. Ça, c'est intéressant. Je vais rebondir là-dessus. Vas-y. On va parler philo un peu. Est-ce que toi, malgré tes angoisses, enfin, malgré ton anxiété, est-ce que finalement le fait d'avoir une date limite dans la vie et la mort non mais au final est-ce que ça peut pas nous apprendre à plus profiter et à tout donner en effet pour sa carrière, pour sa vie et tout, mais au final est-ce qu'on se dit pas bon bah vas-y, j'ai un temps limité, profitons-en au max? Ah mais je pense que c'est le message du film, mais est-ce que tu es raccord avec Ah mais je suis complètement raccord avec ça. Ça tombe bien. J'ai pas merci putain. J'ai pas d'angoisse de la mort en fait. Si forcément par le biais des maladies, des machins, etc. Si, on c'est y lié, évidemment. Mais je sais qu'on a une date limite et du coup je fais avec et j'essaye de profiter au max. Alors parfois j'ai du mal, je suis obligé de me mettre des coups de pied au cul pour profiter. Mais de plus en plus, en tout cas, je me dis c'est pas grave. Prenons du plaisir ici. Mangeons ce bout de saucisson. Mais oui. Mangeons. Regardez, attention. Mangeons ce petit caprice des dieux. C'est un petit clin d'œil au film. Bon. Pas mal. On n'a pas pris caprice des anges, mais voilà, si jamais tu veux du fromage après ces viennoiseries. Et écoute, je vais rester pour l'instant bien sûr. Je vais rester sur les viennoiseries pour l'instant. Mais en effet, les deux petits angelots, ça peut complètement fonctionner. Oui, c'est peut-être toi, Elodie. Oui, c'est possible. Qu'on embrasse. Oui. Tu dirais que t'en es où dans ta carrière? Que j'en suis à 0,2% sur l'échelle de la notoriété et que... En premier. Ouais. Est-ce que c'est une envie profonde que t'as? Ouais, je pense. Ouais. Envie d'être reconnu, quoi. Bah, à la fois, c'est tes parents qui t'ont mis ça dans la tête. Un peu. Il faut que tu sois une star. Non, mais non, pas une star, mais... Non, mais reconnu par... quand tu parles de notoriété, tu parles reconnu par le milieu ou par le public? Ouais, par le milieu. Ouais. Plus le côté... légitimité. Un petit peu, parce que on a tous un peu ce syndrome de l'imposteur. On a envie de faire partie des plus stylés de la cour de récré. Bande, quoi. Ouais, grave. On a tous un peu envie de ça et j'y suis pas encore et je sais pas si je le deviendrai. Mais j'apprends de plus en plus à kiffer ce que je fais, en fait. Je me satisfais aujourd'hui de ce que je fais. Alors, je veux plus et je veux continuer à faire. T'as encore la dalle. Et ça, j'ai encore un peu la dalle. Et je vais... Mange donc. Lourd.
Oui. Non, mais voilà, j'ai encore un peu la dalle et je compte bien continuer et pas m'arrêter là. Mais il y a encore un plafond de verre qu'il faut péter. Bien sûr. Mais à la fois, j'ai l'impression que tu as quand même une belle famille autour de toi. J'ai l'impression que tu tournes souvent avec Julien Pestel, si je ne m'abuse. Ouais, grave, on fait plein de trucs ensemble. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur un tournage de Julien Pestel, toi et moi. Ah, c'était ça. Eh oui, je crois. C'était quand il faisait ses mashups, là. Ouais. Ou c'était autre chose? Non, c'était... Ah, c'était quand je défonçais quelqu'un avec une batte? Exactement. Mais oui. Ah, quand je faisais une prostituée? Exactement. Yes. Il faut savoir que toutes les années 2010, c'était plutôt ça que je jouais. J'étais très souvent en lingerie. Faites-vous plaisir. Vraiment, je veux un site dédié à ça, avec des commentaires un peu bizarres. Mais oui, tu sais son pote qui lui donnait des mauvais conseils, je sais pas quoi. Exactement, pote Mais débile. il était trop bien sous coke, il n'importe était bien quoi. ce sketch. Ouais, il était bien. C'était très bien. C'était ça, d'accord. Donc ça date 2016. Il y a 10 ans, ouais, un peu moins. Ouais. 2016, 2017, je me souviens très bien. J'avais un carré, c'est pour ça. Bon. Ok, Oui, trop bien. un carré. C'est vrai. Et donc vous avez souvent, tu retrouves souvent les mêmes potes. Enfin, Vladimir, du coup, depuis Vladimir, depuis qu'on a toujours, 15 ans. ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop cool. En fait, c'est ça, il faut sa famille, quoi. Mais ouais, et franchement, s'il y a un conseil que je peux donner, parce qu'on en revient au conseil que tu me demandais au début, c'est de ne pas faire les choses seul. Ouais. Faire les choses en groupe, en bande. 3 cerveaux valent mieux qu'un, clairement. Donc, mettez-vous ensemble, écrivez ensemble. Vous allez profiter des cerveaux des autres, vous allez profiter des contacts. Ah ouais, de ouf. C'est ça. Il faut bien t'entendre, évidemment. Ouais. Mais tu profites des contacts de chacun, tu cumules tout ça, t'imagines, c'est vraiment exponentiel, quoi. Mais il faut vraiment être dans une démarche de solidarité et de fidélité et d'être vraiment clair et qu'il n'y en ait pas un foireux qui essaie d'écraser les autres pour percer, machin. Ça, c'est très compliqué aussi d'avoir alors c'est chaud, des petits coups de Trafalgar. Toi, t'es autrice, donc tu vois ce dont je parle. Quand t'es en groupe en train d'écrire, tu dois un peu mettre ton ego de côté et tu te dis, c'est pour la bonne cause, on y va. Il y en a peut-être un à chaque fois qui essaye de s'approprier telle ou telle vanne, mais tu le remarques tout de suite, celui-là, et tu le mets de côté et puis tu vas bosser avec les autres après. Tu le pousses. Un petit peu. Tu le pousses du pont sur le bateau. Ok. Non, mais voilà, c'est tout le monde au service de la communauté quand t'écris en groupe. Et au bout d'un moment, tu apprends à sortir des vannes qui sont pas drôles et c'est pas grave, tu t'assieds dessus et il y en a une autre derrière que tu vas sortir qui sera drôle. Faut pas hésiter, quoi, à sortir un truc pour... Mais est-ce que c'est pas compliqué si tout le monde a des velléités d'acteur? Si tout le monde veut percer, veut à tout prix un rôle et tout, c'est là que ça devient un peu compliqué, j'ai l'impression. Alors que auteur, bon, tu te fais des rooms et tu fais des projets de ouf. Mais quand tout le monde veut jouer, n'est-ce pas un peu complicos? Je sais pas. Regarde Les Inconnus, tu vois, ou ce genre de groupe qui ont existé où tout le monde voulait jouer, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils faisaient tout. En fait, il faut que tout le monde soit... Voilà, exactement, t'écris. Tout le monde soit clair, en tout cas. Voilà, si tout le monde est clair dès le début sur... on écrit et on joue tous ensemble, on se balance les rôles, et on écrit pour le mieux, c'est-à-dire, pour toi, on sait que ton emploi, c'est ça, et t'as envie de faire ça, on y va. Toi, c'est ça, on va te servir là-dessus, etc. Mais ouais, il faut être clair dès le départ là-dessus, et il n'y aura pas de problème d'ego derrière. Pas de problème. Très bien, je prends ce conseil. Et puis, quand t'as envie de faire un truc bien, t'as envie que tout le monde soit bien, quoi. Et du coup, t'as envie d'écrire bien pour ton copain. Vous notez. Vous notez chez vous. Parce qu'après, il y a une petite interro, sachez-le. En parlant d'interro, nous avons une question pour toi qui a été posée par le ou la précédente invitée. Nous allons l'écouter. Dis donc, toi qui vas venir après moi, comment tu prépares tes rôles, toi? C'est quoi tes méthodes? C'est quoi tes astuces? C'est quoi tes petits tips? Comment tu crées? Je reconnais tellement la voix. Qui est-ce donc? Ça commence par un B et son nom de famille est un S. Oui, tout à fait. Oui. Bruno Sanchez, qu'on embrasse. Mon bon Bruno. Bruno, avec qui on a fait beaucoup de trucs. On a commencé aussi au même moment. On a fait plein de trucs ensemble. Trop cool. Tout le monde se connaît en fait à chaque fois. Bien sûr. Tu vois, il n'y a pas de surprise. Tout le monde se reconnaît. Bien sûr. Alors, comédien de génie. Comment je prépare mes rôles? Eh bien, depuis un certain temps, j'écris pour moi. Donc, en écrivant, je prépare déjà mes rôles. Donc, je sais exactement comment je vais pouvoir le sortir derrière et on écrit en fonction, quoi. Alors ça, c'est quand j'écris pour moi. Quand j'écris pas pour moi, je les prépare souvent en essayant de enfin, comment dire? Putain, c'est pas facile à... J'imagine que quand tu écris pour toi, est-ce que tu parles surtout en termes de musique? Est-ce que tu es surtout sur le texte, la musicalité et la force de la vanne et de la réplique et de la répartie? Oui.
où t'as moins besoin d'être dans la psychologie, peut-être. Oui, complètement. Mais est-ce que c'est pas nécessaire parfois de repasser par ce taf pour t'auto-surprendre avec le personnage que t'as créé? Complètement, parce que sinon tu retournes dans un truc que tu sais faire et que tu connais, et du coup c'est la même musique à chaque fois. C'est le gars qui fait ça à chaque fois. Voilà, okay. Et du coup on en connaît des comédiens qui à chaque fois qu'on les voit font à peu près la même chose. Ils sont super, mais à chaque fois c'est souvent la même chose. Donc pour te renouveler, t'as raison, tu dois repasser un peu par le background du personnage et puis aller chercher un peu qui il est au fond de lui. Et d'ailleurs quand on écrit, je fais souvent une V1, ça m'arrive, et derrière j'écris un peu pareil pour tous les personnages. Et derrière, on repasse sur chaque personnage parce que chacun doit être complètement différent. Et oui, donc il faut que les personnages soient clairement différents. Et oui, parce qu'au départ, c'est des déclinaisons de toi, quoi. Exactement. Ça, c'est hyper Exactement. Dur. Et là, t'as raison, il faut recréer quelque chose. Mais en revanche, sur les rôles que je reçois et que j'ai pas écrits, en fait, déjà en les lisant, je fantasme le personnage. Et je le visualise très clairement et j'essaye de le voir le mieux possible, quoi. Et quand je l'ai bien visualisé dans sa façon de parler et tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Okay. Mais je le vois très clairement, je le vois marcher, je le vois parler, je le vois dans les situations. Vraiment, j'essaie de le visualiser. Dès que tu lis un scénar... Ouais, j'ai vraiment les images. Et souvent, je vois aussi comment je peux twister certains trucs. Où je me dis, là, c'est un poil trop attendu, je proposerai ça. Okay. Parce que moi, j'aime bien proposer des choses. Alors, il y a des réals qui détestent recevoir des propals, mais il y en a beaucoup qui aiment. Et j'aime bien proposer et j'arrive à twister 2-3 petits trucs pour faire en sorte de me l'approprier. Ouais. Et j'aime bien ça. C'est vrai que c'est fou cette projection qu'on a quand on lit des scénars. Je sais pas si ça te fait ça, mais j'ai l'impression que quand tu reçois un très bon scénar, tu finis de le lire et tout, tu laisses de côté et après t'as l'impression d'avoir vu le film. Ah ouais, grave. Mais si, le film machin, il est pas sorti. Vraiment, tu viens juste de lire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, t'as raison. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Surtout quand tu visualises les comédiens là-dedans. Parce qu'on te dit ce sera avec un tel et un tel. Et là, forcément, t'as déjà un film dans ta tête, quoi. Et t'as l'impression de l'avoir vu. Et quand tu te vois dedans aussi. Et quand tu te vois dedans aussi. T'es là, je suis excellent là dans cette scène. Et quand tu vas voir le film au ciné et que c'est pas toi. Ah, ça fait bien plaisir. Ça, c'est dur. Est-ce que, éventuellement, toi, t'aurais une question à poser à mon ou ma prochaine invitée ? Oui. Bonjour, prochaine invitée. Et j'ai fait une liaison exprès parce que ça peut être un E ou pas de E. Mais je peux déjà te dire que c'est une femme. Ah, bonjour, prochaine invitée. Je voulais savoir si tu étais une angoissée. Est-ce que ce métier t'angoisse particulièrement ? Est-ce que ce métier a créé de nouvelles angoisses ? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt sereine et c'est pas du tout un truc qui te touche ? Je crois que j'ai déjà sa réponse, mais merci. Okay. Trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que, et aussi, vu que c'est un peu le nom du podcast, est-ce que tu as pensé à une réplique culte ? Est-ce que toi, tu as une réplique de cinéma ou même de pub, parfois, enfin, en tout cas, soit qui t'a marqué, soit qui est devenu un mantra ou... Alors, je vais faire un peu de pub pour mon film, parce qu'il y a une phrase dedans qu'on a écrite avec... Il y a Navo qui nous a aidé à coécrire le film, et il y a une phrase qu'on a écrite dedans qui me parle de plus en plus, et qui est devenue un peu un mantra. Et dans le film, le personnage que joue Shirin Boutella répète une phrase sans cesse, et c'est un peu sa philosophie de vie, c'est « je sais pas, donc j'y vais ». Et de plus en plus, j'ai un peu ça. Je suis curieux de nature et j'ai envie d'essayer des nouvelles choses. Et quand je connais pas, bah j'y vais. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Et en fait, c'est qu'un autre chemin. Finalement, c'est autre chose. Et tu arriveras toujours à retomber sur tes pieds autrement. Mais quand je sais pas, de plus en plus, j'ai envie d'y aller. Tu appliques ça à ton métier, là ? Un peu. Quand il y a quelque chose qu'on me propose et que j'ai jamais fait ou qui me fait un peu peur parce que je connais pas exactement, ça m'excite un peu, j'ai envie d'y aller. Et je me force un peu à le faire. Comme ça me permet d'ouvrir, ça me permet de m'ouvrir. La fameuse zone de confort. Voilà, tu sors un peu de ta zone et ça t'ouvre à de nouvelles choses que tu connais pas et qui vont peut-être te plaire. Donc si on me propose autre chose que de la comédie, bah je pense que j'y vais. Alors que c'est pas mon domaine de prédilection, mais je pense que clairement j'y vais, j'ai envie d'essayer. Tu décides de faire fi de la peur. Bien sûr, j'essaye. Sache que j'ai découvert Forrest Gump, que j'avais jamais vu. Donc je l'ai vu très récemment. Okay. Il était temps. Moi j'ai 2-3 trucs cultes comme ça à rattraper. Okay. Et c'est un peu c'est pas cette philosophie parce que lui il est pas volontaire, mais il se laisse vraiment porter par les événements
Oui. Et c'est un peu la « and just like that ». C'est la phrase qui revient tout le temps. Je suis bilingue. Complètement. Impressionnant. C'est la phrase qui revient tout le temps dans le film et c'est un peu ça. Complètement. J'ai l'impression. Appliquez ça chez vous. And just like that. Mais franchement... Non mais... Et déjà, juste comme ça. Alors, appliquez-le sans cet accent, mais appliquez-le quand même. Just like that. Ça passe, non? Je vais me le tatouer. Il y a un côté un peu texan. Oui, Ouais. mais c'est dans le sud, hein. T'as bossé au Texas? Bien sûr. Enfin, j'ai bossé à Buffalo Grill, Ok. hôtesse. Yes. Je distribuais des sauces piquantes. Yes. Petite salade d'entrée. Oh là, ça Salade fait... de bienvenue. On l'embrasse. On va embrasser tout. Les humains, les salades, n'importe quoi, moi. Et qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Quels sont les projets? Les projets, eh bien, avec Vladimir, on est en train d'écrire un autre film qu'on développe en ce moment, qui est déjà... Enfin, on est en train d'écrire, on a fini de l'écrire, Trop bien. pour tout dire. Et c'est autre chose. Je sais pas, donc j'y vais. Donc on connaissait pas les films pour enfants et on avait envie de le faire. Et du coup, on a écrit un film pour enfants avec des enfants. Mais génial. Ouais, ça nous faisait plaisir de... En fait, on s'est dit qu'on voulait faire des films aussi pour que nos enfants les voient. Ouais. Et ça nous faisait chier de faire des films que nos enfants pouvaient pas voir parce que c'était pas adapté à leur âge. Et on s'est dit, mais faisons un film pour enfants qui nous plaît, quoi. Trop mignon. Pas un film qu'on a vu 1000 fois pour enfants un peu gentillés. Refaisons un Maman, j'ai raté l'avion, mais d'aujourd'hui, quoi. Archi mimes. Voilà. Et vous avez réussi à l'écrire pendant la post-prod et la promo Ouais. des Anges. On l'a Ça va, écrit- ça rend pas ouf? Bah, Vlad, pendant qu'il était occupé, c'est l'avantage aussi d'être plusieurs. Hmm. Enfin, on est deux là, mais l'avantage d'être pas seul, c'est que pendant que Vlad était sur la post-prod du film, moi j'écrivais une V1 et puis il revenait avec moi Trop bien. pour retoucher ma V1. Voilà, et on faisait une V2 ensemble. Mais en tout cas, ça nous a permis ça, d'être deux. Donc ça, c'est dans les clous ou vous cherchez encore Normalement, c'est pas dans les clous parce que rien n'est jamais Oui. dans les clous, mais on développe ça avec une prod, on développe ça avec un distrib. Donc c'est pas dans les clous, mais on espère, on attend d'avoir un casting cool. casting d'enfants? Non, parce que ça va se jouer sur le casting d'adultes. Eh oui, parce qu'en Évidemment. plus les enfants, ça change très vite. Eh Donc oui. si le film se fait là ou dans un an, ils auront déjà de la moustache et tout. Oh mon Dieu. Et si on veut financer le film, il faut des adultes il reconnus. faut les adultes connus. Ouais. Et les rôles principaux sont les enfants, mais oui. le prisme, c'est les adultes. Et Trop bien. voilà, c'est une histoire de beau-père, Ok. pour tout te dire. Ça, c'est très vaste, mais C'est très vaste. C'est deux enfants qui détestent l'idée que leur mère se remaque, qui ont perdu leur papa, et qui vont mettre la misère à tous les beaux-pères successifs. ça va tellement parler à tous les enfants de notre époque qui sont quasiment tous enfants de parents séparés. Jusqu'au jour où ils vont tomber sur Plus fort qu'eux. Et C'est on va génial. croire que le film, c'est comment ces enfants vont apprécier, aimer le beau-père et le... Et merde, j'ai oublié le mot. Un mot très simple. Que j'ai L'accepter, complètement oublié. Voilà, c'est ça, c'est accepté. Très simple. Et en fait, on va se rendre compte que ce mec-là est un énorme enfoiré et que ce qu'il veut, c'est la baraque de la mère. Et donc, les enfants se retrouvent tout seuls, plus personne ne les croit. Et la seule solution que le petit a trouvée, c'est d'aller récupérer un ancien beau-père qu'ils ont viré comme une merde pour l'aider à virer le nouveau. C'est trop bien. Tu veux récupérer maman? Je sais comment faire. Et donc, ça va être un gamin qui va driver un adulte de 40 ans qui est fou amoureux de la mère pour l'aider à virer le nouveau, qui est une ordure. J'ai hâte de voir ça. Bah, j'espère que. J'espère on que vous verra. allez remettre au goût du jour cette ambiance années 90. Ouais, c'est un peu ça le C'est ça. principe. C'est trop bien, c'est des films hyper réconfortants. Ouais. Attends, j'allais dire un truc hyper pertinent et c'est parti. Myrthe. Je ne sais plus. On peut rester longtemps comme ça. Où je vais Ouais, non, chercher. mais viens, on m'attend. On voit dans combien de temps ça revient. Non, mais ça m'intéressait grave ce sujet. Les beaux-pères? Ouais, non, mais ce sujet de De films d'enfants. Films d'enfants. La nostalgie. flûte. Maman, j'ai raté l'avion. Sur quoi on peut partir pour Non, que bah, tu t'en souviennes? C'est dommage parce qu'on arrive bientôt à la fin du podcast et je finis comme ça en autre boudin là. Ouah, c'est nul ça. Trouvons. Bon, bah voilà, donc j'ai hâte de voir ce film. Donc attends, ça c'est la suite, ok, donc ça c'est le projet du moment. Ouais. Est-ce que tu as d'autres des tournages en perspective? En perspective, non. Des propositions pour des tournages. Une série aussi que je fais là dans pas longtemps. Si, il y a un tournage là qui arrive en mai-juin. Mais pour du film, on m'a fait une ou deux propositions et j'attends que les films se montent. Voilà. Très bien. Ah si, je sais ce que j'allais dire. Ouais.
mais c'était pas non plus hyper intéressant. Wow. Est-ce que c'est cool de le dire maintenant? Ben, Genre 5 minutes après. imagine, je fais oh non, laisse tomber. C'est bizarre, non? Ou un peu. Bah, enfin, j'allais juste rebondir sur encore un projet que j'ai vu récemment. Ok. Non, mais je crois que je peux comprendre cette envie de faire des œuvres pour quand tu deviens parent, quoi. En tout cas, de t'adresser aux enfants que tu possèdes ou que tu as mis au monde. Car ce ne sont pas des choses. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu ça avec Chabat récemment sur Astérix Obélix, parce que tout le monde dit qu'il y a une double lecture et tout, mais je pense que c'est quand même très orienté. Il y a évidemment des vannes que les adultes vont comprendre, mais c'est quand même très orienté pour les enfants. C'est hyper mignon. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu la moitié pour l'instant. C'est hyper mignon. Et c'est très mignon, mais oui, t'as raison, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus adulte. Voilà, comme il est papa depuis quelques temps et grand-père et compagnie. Je pense que et son co-auteur aussi et Daron. Oui, bah, ils ont voulu faire ça pour les enfants, c'est sûr. Je pensais que c'était si mimes. Et ils ont réussi à rendre mignon des héros qui sont là depuis toujours, mais c'est quand même vachement Astérix, c'est quand même vachement patriarcal. Grave. Ah là là, tellement mignon. Il a vraiment réussi son coup là-dessus. Et le dessin est mignon. Ouais, mais trop mignon. Et les enfants dans mon entourage adorent. Mais oui. Ils adorent. Du coup, c'est bon, il a chopé toute une nouvelle génération. Ah ouais, grave. Astérix ne va jamais mourir. Il est fort. Donc j'espère que vous aurez le même succès avec votre film pour les enfants. On espère. C'est vrai qu'il n'y a plus trop ça. Ah non, si, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est pas du tout Astérix. La folle. La meuf complètement dingue. Oui, non, je trouve que le sujet est hyper important, hyper concernant en plus. Donc pour les enfants, c'est trop bien de s'adresser à eux sur un sujet qui les touche et qui, je suppose, n'est pas. Enfin, c'est quand même les premières victimes des séparations. Essayer un peu de dédramatiser ce délire, parce qu'on est tous soit beaux-pères, on a tous eu un beau-père, on connaît tous des beaux-pères dans notre entourage. Ou des belles-mères. Ou des belles-mères, évidemment. Et ça s'est toujours plus ou moins bien passé. En fait, on est parti d'un constat de Vladimir, qui est beau-père, et qui me disait un jour, si un jour, mon beau-fils va dire à sa mère que je l'ai touché, qu'est-ce que je fais? Juste pour me faire chier. Mais j'espère qu'il l'a pas fait. Alors, je sais pas. T'imagines, là, le mec vient de t'avouer un truc et toi, t'es là. Non, mais mec, faut que je te dise. Oh mon Dieu! Non, en fait, c'est parti du fait. Il m'a dit, il a un pouvoir sur moi incroyable. S'il dit à sa mère n'importe quoi, bah forcément, elle va le croire. Ouais. Et derrière, comment tu fais pour t'en sortir, quoi? Et donc, on est parti de ça en se disant le pouvoir que les enfants ont sur les beaux-pères. Comédie sur la pédophilie. C'est super. On a vraiment évité le sujet dans le film. Mais oui, en fait, le pouvoir des enfants sur les beaux-pères ou sur les belles-mères est dingue. Ah, j'avoue. Ouais, tu passeras toujours en deuxième. Je l'ai été pendant des années aussi. T'as été une belle-mère? J'étais beau-père. T'as été beau-père pendant plusieurs années? Ça, c'est mon petit... Bien sûr, on ne veut pas savoir. C'est bien, mais c'est cool, c'est cool. Mais ouais, j'ai été belle-mère et à la fois, j'ai été belle-mère. J'ai l'impression que j'ai vraiment 65 ans. J'ai été belle-mère. T'as été marâtre? Voilà, j'ai été marâtre. J'avais une robe grise et un chat sur les genoux. Cendrillon. Et en effet, il y a quand même un truc... parce que là, je suppose que vous êtes du point de vue des enfants. Oui. Vous allez également traiter peut-être le point de vue des adultes. Je n'en sais rien. Complètement traiter le couple et la relation amoureuse entre... Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de comédies, surtout américaines, sur cette place-là, de belle-mère ou de beau-père, qui est toujours caricaturée de ouf. Ouais. Mais c'est vrai qu'à vivre, c'est un délire. Hein. C'est quand même... Ça dépend qui est le conjoint. Bien sûr. Mais c'est vrai que les enfants... Tu l'as mal vécu, toi, en tant que belle-mère? Voilà. Non, moi, j'ai adoré ces enfants. Ouais. Attends. Mais on n'a pas dit qu'on parlait de moi? Tu m'as eu? Il m'a dit avant le podcast, on va parler de toi. Mais est-ce que eux t'aimaient? Je sais pas. Est-ce que t'étais apprécié d'eux? On se tapait des barres de ouf et j'ai voulu les élever un peu. Enfin, évidemment que tu fais partie de l'éducation. Mais c'est terrible, en fait, quand il y a une séparation derrière, parce que tu t'es attaché à ces gamins et... C'est horrible. Ouais, grave. Il me manque encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont ados et qu'ils ont changé et qu'ils m'ont limite oublié parce qu'ils ont vu passer, je peux te dire. Mais non, mais après, chaque histoire est particulière, mais c'est vrai que c'est une place... tu vois, en tout cas, le sujet en fiction est peu traité, et surtout du côté des enfants. Ouais. Je sais pas si tu vois le dessin animé, Le Sortilège... Ewian et le Sortilège, ou un truc comme ça sur Netflix. Non. C'est un dessin animé un peu chelou, très psychédélique, qui traite du divorce des parents. Ok. Ça parle pas forcément des beaux-parents, mais en tout cas, ça parle du divorce. C'est trop bien traité. Quel que soit ton âge, c'est bouleversant. Les métaphores qu'ils ont choisies, où les darons deviennent des dragons et tout. Enfin, il y a vraiment un truc très...
c'est très enfantin, ça marche. Enfin, c'est trop bien. Et moi, je l'ai C'est vu trop bien là, de faire ça. à mon âge, alors que mes parents ont divorcé quand j'avais 20 ans, genre. Mais j'étais en larmes. J'étais Ah, c'est exactement ça. C'est trop bien de faire C'est ça. un sujet Ah, mais c'est un sujet qui trop touche mimes. tellement de monde. Et surtout, remettre la famille au centre de la fiction. Parce qu'on voit beaucoup de fiction, j'ai l'impression, ces dernières années, où c'est très les bourges Grave. versus les prolos. Il y a Grave. toujours Christian Clavier quelque part et tout. Bon, c'est très bien, mais c'est pas très représentatif Non, Voilà, c'est sûr. de l'intimité, vraiment du petit cercle. Quoi. Ouais, et puis les beaux-pères ou les belles-mères aujourd'hui, ils font partie de la cellule familiale, Ouais, c'est de de ouf. plus en plus. Donc, et c'est pas trop traité, t'as raison. Et on avait envie un peu de les mettre à l'honneur parce que, voilà, on le voit, ça fait partie de notre quotidien et on le voit si peu au cinéma ou ailleurs. Ouais. Bah écoute, je vous souhaite beaucoup de succès Eh ben, je te remercie. pour ce chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut se dire? T'as envie de dire d'autres choses ou... Parlons de toi un peu. Eh bien, c'était la réplique. Non mais merci beaucoup d'être venu. Merci, c'était trop cool. Ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. J'ai apprécié parler avec toi et Merci beaucoup. de parler un peu de ma vie. Et puis, mais j'en ai pas assez entendu sur toi, tu vois. Mais on n'est pas là pour ça. Mais il faut un Je peu. le rappelle. Faut que Non tu- mais fais un podcast, invite-moi. Bah, on va Il faire va ça. durer 3 heures. Mais là, qu'est-ce que je te dis? J'ai mis un maillot, une foot qui en fait est un groupe de musique. Voilà, enfin tu vois. Ouais, je pense qu'on C'était peut pas aller plus intéressant. loin. Ouais, non. c'était T'as vraiment que ça à dire? Si t'as que ça à dire, je fais pas de podcast. pas ouf. Ok. Non, je dis bien sûr, on a toujours des trucs à dire. Ok. Merci donc, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, de ouf. Je t'en prie, très beau tatouage. Est-ce qu'on peut le montrer à l'image? Bien sûr, Vous avez- c'est ma partner Élodie Fontan sur le bras gauche. Ça fait plaisir. Élodie Fontan qui cartonne. Qui cartonne de ouf. Peut-être qu'un jour je la recevrai. Qui sait? Ah Je ouais. pense qu'elle ferait une Elle est tellement cool. bonne candidate. Mais elle est tellement cool. Vous passerez un super moment. J'en suis bien sûr. Je note. Élodie. Elle est tellement drôle, surtout. Mais oui. En vrai de vrai, drôle, cool. Elle est incroyable, cette fille. Voilà, c'est ma petite déclaration d'amour à Élodie. Bah voilà, on va terminer là-dessus. Moi, je trouve ça assez beau. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver la réplique sur toutes les plateformes d'écoute, également sur YouTube, pour admirer cette déco, Les viennoiseries, ces physiques incroyables, ce bien caprice des dieux, les viennoiseries, le petit papier avec toutes les notes où j'ai tout bien dit. Des petites miettas parce que je suis un petit cochon. Voilà, on j'ai est- écrit quoi? Ça grimpe au cinoche. Enfin, j'avais 2-3 repères. Tout s'est bien passé. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien, en fait. Et à très bientôt. À bientôt, la réplique. Ciao.